chaque fois que j'allais dans un café, je m'asseyais à la table, différemment, je tenais différemment le journal, que je lisais en mon fort intérieur, je m'étonnais que les gens ne m'interpellent pas. Ils ne m'interpellent pas à propos de l'événement. Même ceux qui ne me demandaient rien à ce sujet eurent le privilège d'entendre que je venais de recevoir ce prix. Hambourg n'était pas seulement pour moi la plus belle des grandes villes, mais aussi le sommet de la clairvoyance, sans même parler de l'invraisemblable cosmopolitisme qui a de tout temps caractérisé Hambourg. À peine étais-je arrivé à Hambourg qu'un journal se manifesta, il voulait m'interviewer. Je me reculais dans mon fauteuil et j'acceptais. Et voilà déjà qu'on sonnait à ma porte. C'était la première interview de ma vie. Lorsque je suis revenu à Vienne, j'ai immédiatement appliqué ma résolution. Je me suis acheté une voiture dont le prix correspondait à l'intégralité de la somme que j'avais reçue, 5000 marks, une Triumph Herald. Elle était blanche, avec des sièges en cuir rouge. Une sensation prodigieuse de posséder une voiture anglaise, qui plus est, avec des sièges de cuir rouge et un tableau de bord en bois. Et tout ça pour mon roman Gel, me disais-je. À l'endroit où la grande paroi rocheuse se réfléchit vivement dans le soleil couchant, une voiture venant de la gauche tourna et heurta violemment l'avant de ma Herald et l'aplatit complètement. J'avais été éjecté du véhicule. La voiture du Yougoslave aussi était complètement détruite. Le conducteur avait sauté de la carcasse et était parti à toutes jambes en hurlant, suivi par une femme qui ne cessait de crier après lui « Idiota! Idiota! Idiota !» Je devais désormais me faire à l'idée de devoir aller chercher le prix d'État qui m'était attribué pour mon roman Gel. Plusieurs journaux avaient présenté la nouvelle que je recevais le prix d'État comme s'il s'agissait du grand prix d'État, alors que ce n'était que le petit. Alors que bien évidemment, je ne me sentais, quitte à accepter la moindre récompense, c'était déjà une question qui me travaillait à l'époque, absolument disposé à ne recevoir que le grand prix d'État, et pas le petit. Je pensais que mes ennemis littéraires, au sein de ce jury, prenaient un plaisir maléfique à me renverser de mon piédestal en me jetant au visage le petit prix. Les gens qui abordaient le sujet avec moi pensaient tous que j'avais naturellement obtenu le grand prix d'État. À chaque fois, je devais affronter l'embarras de leur dire qu'il s'agissait du petit prix, celui que n'importe quel trou du cul ayant publié quelque chose avait déjà reçu. Quand bien même l'idée de devoir me rendre au ministère pour récupérer le petit prix d'État ne cessait de me serrer la gorge, je me sentais sauvé par le fait que le petit prix d'État était aussi doté d'une somme d'argent, d'un montant de 25 000 shillings, dont j'avais un besoin urgent. Cette remise de prix aussi commença par de la musique. Les musiciens n'étaient pas en forme et firent de nombreux couacs. Pour des occasions pareilles, on n'accordait même pas d'importance à une exécution correcte. Je ressentais douloureusement le fait que les musiciens fassent des couacs précisément dans les plus beaux passages de la pièce. Je me demandais s'il n'aurait pas mieux valu ne pas venir du tout. Mais cette question n'avait plus de sens désormais. J'étais assis là, je ne pouvais me défendre, je ne pouvais bondir de mon siège et lancer au ministre que tout ce qu'il disait n'était qu'ineptie et mensonge. Non, je ne pouvais pas. J'étais assis là,
J'étais attaché par des lanières invisibles à mon fauteuil, condamné à l'immobilité. Voilà ta punition, me disais-je, voilà le prix à payer. Tu as réussi à t'abaisser au niveau de tous ceux qui sont là dans cette salle et qui, avec leurs oreilles hypocrites, écoutent religieusement sa sainteté le ministre. Alors tu fais désormais partie de leur lot. Conjurer intérieurement de garder mon calme, je me répétais sans cesse du calme, du calme, du calme, du calme. Je me le suis répété jusqu'à ce que le ministre eût conclu son arrogant affront. Il aurait mérité des gifles. Non, il obtint un tonnerre d'applaudissements. Et maintenant, c'était à mon tour de me lever et de gagner la tribune. Je tremblais, toujours de rage. Mais j'étais encore maître de moi-même. Je tirais de ma poche le petit bout de papier avec mon texte, et j'en donnais lecture, d'une voix peut-être un peu tremblante, c'est pas impossible. Naturellement, mes jambes aussi tremblaient un peu. Je pensais, voilà, un texte très calme, grâce auquel je pourrais, comme de toute façon personne ou presque ici ne le comprendra, m'éclipser sans trop faire de vagues. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, il n'y a rien à célébrer, rien à condamner, rien à dénoncer. Mais il y a beaucoup de choses dérisoires. Tout est dérisoire quand on songe à la mort. On traverse l'existence, affectée, inaffectée, on entre en scène et on la quitte, tout est interchangeable, plus ou moins bien rodé au grand magasin d'accessoires qu'est l'État. Erreur. Les époques sont insanes. Le démoniaque en nous est un éternel cachot patriotique, au fond duquel la bêtise et la brutalité sont devenus les éléments de notre détresse quotidienne. L'État est une structure condamnée à l'échec permanent. Le peuple, une structure perpétuellement condamnée à l'infamie et à l'indigence d'esprit. Nous sommes autrichiens. Nous sommes apathiques. Nous sommes la vie en tant que désintérêt généralisé de la vie. Nous n'avons rien à dire, si ce n'est que nous sommes pitoyables. Nous n'avons pas à avoir honte, mais nous ne sommes rien non plus. Et ne méritons que le chaos. So tragisch alles andere. Ich bin eine lustige Person. Lustige Person.